fort ça. Et donc, alors, je suppose que du coup, par rapport à ce que tu dis, ce que tu révèles par rapport à Loana, à un moment donné, tu te dis, mais est-ce que finalement, cette histoire-là, j'étais pas destinée quelque part à l'écrire? Enfin, est-ce qu'il n'y a pas un côté si, de évidemment, genre... il arrive un moment où tu te dis, waouh, c'était... Il faut déjà accepter, parce que je suis quelqu'un d'assez cartésien sur le principe, tu vois. C'est ça qui est étrange. Alors, cartésien, je veux bien, mais t'as quand même dans tes livres, enfin, tu mélanges l'histoire et... Je mélange l'histoire et la magie. Mais attends, alors, l'histoire et la magie et l'histoire et la légende. Parce que c'est vrai que ce qui m'intéresse, si tu veux, c'est pas de faire du Harry Potter. C'est aussi Pourtant, ça a bien marché, Harry Potter. C'était pas mal, ouais. Mais ça fait quelques exemplaires par-ci si tu veux, ce qui m'intéresse, c'est pas de calquer de la magie sur un univers, c'est de restituer la magie qui appartenait à cet univers. D'accord. Tu vois, parce que quand tu es au Moyen-Âge, tout est magique. Ouais. Tout est magique parce qu'on n'a aucune réponse scientifique, donc tout est magique. Et forcément, si tu veux, il y a une acuité qui peut-être on a perdu. Nous, tu vois, par le biais de tout un tas de les médias peut-être, enfin tout ce qui est technologie, tout etc. Est venu, voilà, tout est explicable, tout est, on s'émerveille plus, si tu veux. C'est pas faux. Et là, on y est en plein. Alors, c'est vrai que tous mes autres livres en sont imprégnés, mais pour une raison toute simple, c'est que quand je parle, par exemple, dans Le Bal des Louves, de cette légende de femme loup... C'est Gévaudan, enfin, moi, ça m'a rappelé le Gévaudan, la légende, en tous les cas. Oui, parce que c'est à l'origine du Gévaudan, quelque part, tu vois. Mais quand j'ai travaillé dessus, je suis partie d'un rêve. Je suis partie d'un rêve récurrent, d'une jeune femme qui était bizarres, quand même. D'une jeune femme qui était traînée dans la boue, tu vois, qui était, tu vois, extrêmement violentée par le Seigneur. Son mari qu'elle vient d'épouser est assassiné par ce Seigneur parce qu'elle a refusé de s'offrir. Enfin voilà, donc c'est très très violent. Et j'ai vu cette scène plusieurs fois et mon mari un jour m'a dit, écoute, on pourrait aller en vacances en Auvergne. J'y passais des moments quand j'étais petit. Et en fait, je me suis retrouvée dans les lieux de mon rêve. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est ici que ça s'est passé. Et donc, on a commencé à chercher. À 3h du matin, on était au fond des bois. Tu vois, D'où y es-tu C'est ça. Et je suis tombée sur des ruines d'une forteresse et là on a commencé à m'expliquer, ah oui mais bon vous savez c'était un vieux château, mais ce château il a été maudit parce qu'en fait il y avait une femme, elle a été violée par le Seigneur, elle s'est cachée dans la forêt avec les loups et j'ai dit ben voilà c'est ça. Ouais, d'accord. Et à partir de là on m'a raconté que c'était une femme loup. Mais femme loup ça n'existe pas. Oui, en théorie c'est pas possible. Voilà. On sait aujourd'hui que c'est pas possible, sauf que à l'époque la lycanthropie qui était donc la science autour de qui permettait aux êtres, la mutation, voilà. Elle a été enseignée en faculté de médecine pendant 3 siècles. Sauf que des expériences ont été menées jusqu'au XVIIIe siècle, où on accouplait des femmes avec des chiens. Il y a des bocaux qui ont été conservés d'embryons qui n'ont jamais arrivé à terme. Je vais faire des cauchemars. A priori, tu vois. Et Paracelse, qui est un des médecins qui a rencontré donc cette femme, puisque c'est quand même une femme qui a laissé des traces, puisqu'elle est devenue la première lingère de France, enfin tout ça, tu vois. Donc Paracelse, qui a rencontré cette femme, soi-disant une femme loup, a écrit son premier traité de lycanthropie après l'avoir rencontrée. D'accord. Donc tu vois, la légende, la vérité, à un moment donné, tu sais pas où elle part, tu sais pas quoi elle commence. Voilà, il y a un fond de vrai dans chaque légende. Voilà. Et c'est ce qui m'intéresse. Voilà, d'accord. C'est ce qui m'intéresse. Donc il y a à la fois la partie historique et à la fois la partie magique, mais la partie magique, pourquoi, comment, c'est ce que je traque. Moi, tu vois, d'un point de vue, je me replace au point de vue lecteur. Moi, je pensais que la magie te permettait à combler les manques historiques, justement. J'ai pas tant besoin que ça, tu vois. Voilà, tu vois, donc du coup, j'ai une révélation ce soir. Youpi. Youpi. Alors bon, donc on a parlé du designer, donc qui t'a fait, connaître, oui. Parce que ça a été. Alors toi, il faut revenir un petit peu aussi sur juste avant la sortie du livre. T'étais au chômage. C'est ça, j'étais au RMI, je venais de divorcer, j'avais 2 enfants, donc période très difficile, très noire pour moi. C'est pas là où tu te dis, tiens, si je me mettais à écrire. Non, j'écrivais déjà, je te dis, voilà, puisque j'animais à ce moment-là, j'avais fait un gros spectacle autour de Martin de Tours, Saint-Martin. Et puis, bon, j'animais les ateliers théâtre dans les écoles, à Saint-Martin-la-Caussade aussi, dans le Blayais. Et puis, il y avait ce projet-là en parallèle, quoi. Et quand j'ai eu terminé, je me suis dit, oui, ça tient la route, alors pourquoi pas. Voilà. Donc tu avais ton manuscrit, tout ça. Donc j'ai envoyé à plusieurs maisons d'édition, une dizaine. Ouais.
Et t'avais fait les grosses, t'avais fait les petites. J'avais fait 3 listes. J'avais dit les grosses, les petites, les moyennes, les régionales. J'avais eu le soutien de la région aussi à ce moment-là. Merci Alain Rousset et Patrick Volpillac. Tous les deux ont été un très très grand support parce qu'ils ont aimé le livre, parce qu'ils m'ont boosté dans le sens où même s'ils n'ont pas été d'une aide éditoriale, si tu veux, le simple fait qu'ils aient aimé et soutenu le projet, ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis c'est vrai que voilà, je l'ai envoyé et la magie est arrivée. Bernard Fixot a lu, a eu le coup de cœur, m'a dit écoutez, voilà, je vous signe, mais vous savez, bon, c'est un premier roman, ça va être difficile, comme toujours les premiers romans, mais je vais mettre tout mon savoir d'éditeur pour que, j'espère, on en vende 20 000. Il était parti sur 20 000. Et puis quelques mois plus tard, il me rappelle en me disant écoutez, je ne le sors pas tout de suite parce que François Azir a le coup de cœur et ils veulent le sortir en avant-première. Moi, je veux pas, donc on est en négociation. Soyez patiente. Moi, j'avais qu'une envie, c'était que ça sorte. Et il m'a rappelé en me disant écoutez, voilà, il se passe un truc bizarre. François Azir a été racheté par un très gros groupe, mais ils ont racheté beaucoup de clubs du livre dans l'Europe et ils ont décidé de faire un lancement européen sur votre livre. Et en fait, en 3 mois, je me suis retrouvée avec plus d'1 million d'exemplaires vendus de ce livre qui a cartonné. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là, en tant que dans la tête de mon banquier, il s'est dit chouette, youpi, jackpot. Elle sera plus à découvert. Écoute, un truc assez. Qu'est-ce que j'aimerais te faire ça avec mon banquier. Voilà, mais non, ça a été. Comment te dire, à la fois, grâce à ces petites, tu vois, ça va être très prétentieux ce que je vais te dire là. Non, grâce à ces petites images que j'ai depuis toujours, tu sais, comme mon mari te le confirmera, j'ai commencé à envoyer les manuscrits au mois de janvier et j'ai dit au printemps je signerai un contrat. Je savais pas l'ampleur que ça aurait derrière, mais pour moi c'était évident d'avoir un éditeur. Et moi la reconnaissance, elle s'est faite le jour où j'ai signé ce contrat, parce que quelque part ce jour-là, j'étais plus seule à savoir que j'étais un écrivain. Tu vois, c'est toute la différence. Depuis l'âge de 9 ans, depuis l'âge de 9 ans, je dis je suis un écrivain. Mais bon, mais pas par tes pairs. C'est bien, c'est une belle passion. C'est bien, sinon ça nourrit. Et puis là, brusquement, si tu veux, tu deviens une identité. Voilà, un rêve qui se réalise. Une crédibilité. J'aurais pas vendu beaucoup, c'était pas grave. Tu vois, je veux dire, c'était mais pas tu étais reconnue par. Brusquement, j'avais quelqu'un qui me faisait confiance et qui acceptait ce que j'étais véritablement depuis toujours. Et là, ça change tout. Quoi. Ça change tout. Et j'ai écrit du coup Le Bal des Louves dans la foulée, donc cette fameuse histoire dont on vient de parler, sans aucune pression, puisque pour moi, je savais pas. T'étais partie, quoi. Je continuais à faire ce que j'avais toujours fait finalement, et ce que j'aimais. Et voilà. Et puis le succès a été sur le 2e aussi, sur le 3e. Aujourd'hui, on en est au 13e et ça marche toujours aussi bien. 13, je veux dire, voilà. C'est un bon chiffre. C'est bon, 13. Voilà. Et écoute, moi, ce que je te propose, c'est faire une petite pause musicale. Je rappelle aux auditeurs que vous pouvez poser vos questions à Mireille au 05 56 56 68 01 05 56 56 68 01. Je vous attends. Et vous avez vu, je parle beaucoup. Alors allez-y, n'hésitez pas. Elle fait même pas peur. Même pas. Bruno, tu nous envoies une petite page musicale ? Oui, tout de suite.